Mon corps m'appartient. Une question individuelle mais qui fait appel à la responsabilité collective. L'autonomie des femmes et des filles a été abordée plusieurs fois par le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Le 14 avril dernier, le droit de la femme à disposer de son corps a été au centre de la présentation du rapport 2021 sur l'état de la population mondiale pour la France par Mme Jenny Keita, directrice exécutive adjointe de l'UNFPA. Permettez-moi, en commençant, évidemment, de saluer toute l'audience, mais aussi d'avoir une pensée pour la grande dame qui vous a précédé. Je crois qu'Équilibre et Population est un grand monument, parce que si je puis me permettre de le dire, j'ai connu presque UNFPA et Équilibre et Population en même temps, pour la cause des femmes et pour la cause de toutes ces jeunes femmes dans le monde. Khadija Silva, vous étiez présente au panel. Qui a été marqué, selon vous, par une nouvelle génération de féministes? Alors oui, effectivement, nous avons assisté à l'effervescence de ces féministes 2.0, aussi présentes sur les réseaux sociaux que sur le terrain. Une intervention très marquante, c'est celle de la jeune béninoise Irmine, membre du réseau féministe de l'Afrique et de UNFPA Bénin. Elle nous a notamment expliqué le paradoxe sur le féminisme en Afrique. En Afrique de l'Ouest, la sexualité reste encore un véritable tabou dans cette région et les normes socio-culturelles pèsent fort en fait. Du coup, il est encore plus pressant et urgent d'agir sur les DSCC en Afrique de l'Ouest. Et ça fait plusieurs années que je milite et toutes les fois quand je dois parler des statistiques, j'ai l'impression que je me répète. Et je me pose la question de savoir jusqu'à quand on va dire ces chiffres. La région de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui est considérée comme la région du monde qui connaît le plus grand taux de mortalité lié à l'avortement non sécurisé. En termes de chiffres, il s'agit de 1,8 million d'avortements clandestins qui sont pratiqués chaque année en Afrique de l'Ouest. Et quand je reviens au Bénin, mon pays d'origine, alors c'est encore plus grave parce que c'est 15% des avortements clandestins qui sont la cause du taux de décès maternel. Et pendant qu'on y est, l'accessibilité aux méthodes de contraception et à la planification familiale en général reste encore très problématique. Parce que ce que nous défendons, ce n'est pas uniquement notre cause, mais c'est la cause des filles et des femmes vulnérables qui sont quelque part dans un petit village, au fin fond d'un trou et qui espèrent de la lumière. Parce que nous, quand on les rencontre, on leur donne de l'espoir. Et cet espoir qu'on leur donne, c'est en comptant sur vous. Donc, ouvrez-nous ces espaces, on partagera avec vous nos façons de voir les choses, comment on peut arranger les choses, comment on peut améliorer la situation. Et je pense qu'on va y arriver. Et pour finir, je vais aborder en fait les 3 priorités que le président Macron a annoncées au Forum de Génération et Égalité. Il parlait de l'accès à l'éducation des filles, la liberté de disposer de son corps et la protection des femmes défenseurs des droits. De l'intervention de Mademoiselle Hermine, nous retenons un appel à une meilleure implication des gouvernements. Khadija, alors comme ça, les gouvernements n'en font pas assez? Effectivement, cela est revenu plusieurs fois sur le débat, la nécessité d'implication des États. C'est d'abord la députée du Calvados, Laurence Dumont, qui est revenue sur le besoin de ce leadership de la France qui doit mettre l'accent sur la recherche de solutions. Moi, je pense que la France est bien placée pour être absolument leader dans ce domaine, pour convaincre. Je crois qu'il y a une prise de conscience réelle au ministère des Affaires étrangères depuis quelque temps déjà. Et encore une fois, si on n'avance pas sur ce premier des droits, tous les autres risquent de rester des droits de papier. Et voilà, Laurence Dumont, députée du Calvados. Et par la suite, c'est Martine Storti, qui est la directrice de la commission droits des femmes, enjeux européens et internationaux, qui, elle, a insisté sur la nécessité d'une diplomatie féministe. La question des droits est en effet extrêmement importante, mais je suis ravie aussi que, parce que le mot n'est pas souvent prononcé, que le mot liberté ait été prononcé. La maîtrise de son corps, en effet, ça fait partie des libertés collectives et des libertés individuelles. Parce que c'est ça le féminisme. L'émancipation des femmes, la libération des femmes, c'est un enjeu d'égalité et c'est un enjeu de liberté. Donc l'enjeu des droits, c'est extrêmement important. Mais comme je disais, comme ça fait un petit moment que je suis dans le militantisme féministe, cet enjeu de maîtrise de son corps, ça fait 50 ans. Et même sûrement encore plus, mais en tous les cas, à moins un demi-siècle, qu'il est sur le devant de la scène, qu'il est sur la table. Et donc, c'est à la fois formidable que 50 ans plus tard, on se batte pour la maîtrise de son corps au niveau mondial,
mais je dois dire que j'ai envie de dire, hélas, qu'il faille encore mener ce combat montre que les résistances sont extrêmement importantes. Donc moi, je me félicite tout à fait que l'ONU, en tant que telle, en effet, avance, avec les propos que vous avez tenus, Madame Keita, avance sur ce terrain-là du droit, de l'émancipation et surtout de la maîtrise et de la libre disposition de son corps. Le problème, c'est que l'ONU est une chose, les États qui la composent en sont une autre, et que les résistances du côté d'un certain nombre d'États, et hélas, de très nombreux États de l'ONU, existent. Et la CSW vient encore d'en donner une preuve. C'est-à-dire, on a à la fois l'ONU qui dit le droit, la maîtrise de son corps, la lutte contre les violences, la lutte contre les mutilations sexuelles, mais surtout le droit à l'avortement, parce que c'est ça quand même l'enjeu. Quand on dit les droits sexuels et reproductifs, on parle d'abord et avant tout de l'enjeu de l'avortement, de l'enjeu de la contraception, de l'enjeu de l'avortement. Et on a vu que les négociations au niveau de la CSW, très récemment, ont été extrêmement difficiles. Et on pensait même que le fait qu'il y ait eu un changement à la tête des États-Unis allait un petit peu simplifier les choses. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce que malheureusement, ça n'a pas suffi. Malheureusement, le poids, les alliances qui existent au sein de l'ONU contre les droits sexuels et reproductifs, et donc, il faut bien le dire, contre l'émancipation des femmes et contre la liberté des femmes, sont des alliances absolument stupéfiantes. Puisqu'on a à la fois les intégrismes religieux, quelle que soit la religion, on a le Vatican d'un côté, des États islamistes de l'autre, on a le régime actuel de Moscou, et donc on a eu jusqu'à encore très récemment les États-Unis. Donc les coalitions contre cette liberté et cette émancipation des femmes existent. Et je dirais la même chose d'ailleurs pour l'Union européenne. Il ne s'agit pas seulement de l'ONU, il s'agit aussi de l'Union européenne. L'Union européenne en tant que telle a été souvent, et heureusement, bien plus progressiste sur ces questions-là que les États qui la composent. C'est encore vrai aujourd'hui, puisque nous avons au sein de l'Union européenne un certain nombre d'États. On cite beaucoup la Pologne, mais il n'y a pas que la Pologne, il y a aussi la Hongrie, il y a aussi la République tchèque, il y a aussi d'autres États qui, sur la question de l'émancipation des femmes, et en particulier sur le droit à l'avortement, sont extrêmement, sont plus que réticents, puisqu'en fait, ils interdisent aux femmes d'avorter. Je pense qu'il y a un enjeu extrêmement important qui est le suivant. Le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, d'ailleurs, dans son rapport Diplomatie féministe, j'y reviendrai dans un instant, mais aussi dans un rapport que nous allons, dans une note en tous les cas que nous allons bientôt publier, il faut que la conception de l'état de droit inclue impérativement les droits humains, bien sûr, et donc les droits des femmes, et donc l'émancipation et la libération des femmes. Donc la diplomatie qui suppose en effet forcément des compromis, des hiérarchies, des enjeux, etc., si elle veut être une diplomatie féministe, une des conditions, c'est que cet enjeu de l'émancipation doit concerner toutes les politiques, et donc tous les ministères. C'est-à-dire la question de la diplomatie féministe, pour n'importe quel État, n'est pas simplement un enjeu pour un ministère des Affaires étrangères ou pour un ministère dédié à la cause des femmes. Cette diplomatie féministe doit irriguer l'ensemble des politiques. La politique militaire, la politique commerciale, la politique culturelle, la politique éducative, etc. Et d'ailleurs, je pense que c'est cela qu'on entend quand on parle de transversalité de la question des femmes. D'accord, mais au-delà du gouvernement et de la politique, le problème principal reste quand même l'argent. Y avait-il des questions posées sur ça? Bien entendu, Fatou Bintou, comme on le sait, le nerf de la guerre reste l'argent, et c'est le représentant français Frédéric de Petris du ministère des Affaires étrangères qui a répondu à toutes ces questions concernant le financement de la lutte pour le droit des femmes. Nous avons lancé un fonds de soutien aux organisations féministes doté de 120 millions d'euros sur 3 ans et dont les DSSR sont une des priorités thématiques. Et nous espérons également que la nouvelle administration américaine sera également alignée de ce point de vue, et nous l'espérons largement à l'occasion du FGE, puisque
normalement, au-delà des engagements politiques qui sont très importants, au-delà de la coalition dont nous sommes membres, FNUAP, France et d'autres pays, et nous prendrons des engagements forts à cette occasion, il y aura aussi naturellement des annonces fortes d'autres partenaires, de la France bien sûr, mais d'autres partenaires. Donc je pense que tous ces efforts convergent et me font espérer non pas un avenir radieux, car cela ne le sera pas avant de très nombreuses années, mais en tout cas d'avoir des soutiens forts pour progresser sur cette politique de droit, enfin de défense des droits et santé sexuelle et reproductive. Alors, Khadija, qu'est-ce que vous retenez de ce panel? C'était un panel très intéressant, mais on retient surtout que le chemin est encore très long, très sinueux, mais on garde tout de même espoir parce que tout le monde est motivé et en cette période très compliquée de Covid, un coup de pouce supplémentaire des gouvernements est très attendu effectivement. Merci Khadija. Maintenant, nous allons écouter Madame Diéné Keïta pour le mot de la fin. Je voudrais terminer sur une chose, avec votre permission. C'est une citation de Madame Kanem. Et j'aimerais pouvoir dire que le droit dont on parle ici, on le réclame pour toutes. On le réclame absolument pour toutes. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, les hommes y compris, mérite cette égalité-là. C'est dans le meilleur intérêt de la population. C'est l'un des fondements de l'humanité que nous partageons ensemble. Et nous ne devons jamais perdre de vue les enjeux universels qui y sont inexorablement associés. Chers amis de BU News, le dossier sur le thème « Mon corps m'appartient » est terminé. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.